Quelques mots. Au fond, on fait de la politique pourquoi? On s'est engagé en politique pourquoi? Pour voir les choses avancer dans la réalité, pour être utile et pour faire en sorte que par notre action, nous permettions aux hommes et aux femmes qui vivent, en l'occurrence sur un territoire, Paris, de vivre mieux. Moi, mon objectif, c'est pas, quand j'ai fini ma journée, de me dire j'ai eu raison et eux ont eu tort. C'est de me dire j'ai réussi à faire avancer tel ou tel dossier et à faire en sorte que les situations de logement de la majorité des habitants de cette ville s'améliorent, que la situation de santé s'améliore, que la vie quotidienne des hommes et des femmes qui vivent sur notre territoire s'améliore. C'est ça notre horizon, et c'est ça qui doit nous guider. Et moi, ma boussole, c'est bien celle-là. C'est l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens. Mais à ce moment-là, effectivement, il faut en tirer toutes les conséquences. Évidemment, et je partage totalement ce qu'a dit Anne Hidalgo sur la nécessité de battre la droite. Et il n'est pas vrai que dans les 6 années qui viennent, on vivrait de la même manière si c'était la droite qui arrivait aux manettes de l'hôtel de ville. Parce que quand on voit le programme de Nathalie Kosciusko-Morizet, quand on voit par exemple qu'elle propose de supprimer 1 milliard d'euros dans le budget de la ville de Paris, sur un budget de 8 milliards d'euros, 1 milliard d'euros, c'est la moitié du budget des dépenses de solidarité de la ville de Paris. C'est-à-dire que c'est la moitié des dépenses pour les handicapés, pour les personnes âgées, pour les personnes les plus démunies, pour l'enfance en danger, qui disparaîtrait du jour au lendemain. Donc évidemment, il faut battre la droite, et battre la droite, ça doit être un objectif commun, et je sais que c'est le cas de l'ensemble de ceux qui sont sur cette tribune. Cela dit, quel est le meilleur moyen de battre la droite? Quel est le meilleur moyen d'envoyer Nathalie Kosciusko-Morizet et tous les vieux barons de la droite au tapis? Le meilleur moyen, c'est que les hommes et les femmes qui vivent sur ce territoire sentent que du côté de la gauche, il y a un espoir. Sentent que du côté de la gauche, les choses vont changer vraiment. Sentent que du côté de la gauche municipale, il y a une vraie volonté de résister aux logiques d'austérité. Une volonté d'avancer sur le terrain du logement et en particulier du logement social. Une volonté de développer les équipements publics et les services publics. Oui, une volonté de remunicipaliser la collecte des déchets. C'est d'ailleurs un combat que les élus communistes mènent depuis de nombreuses années. Si la gauche dit ça, si la gauche a cette énergie-là, si la gauche ne relâche pas, à ce moment-là, nous serons d'autant plus forts face à la droite. Parce que nous aurons créé un espoir dans les quartiers populaires, et je le dis comme élu du 18e arrondissement. C'est ça qui fera que la gauche gagnera. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte aujourd'hui. C'est parce que la gauche sera à la hauteur qu'on mettra la droite au tapis. Et c'est la bonne manière de prendre ce débat. Christophe, sur ce débat. Alors tout d'abord, il y a eu une dynamique d'investissement à Paris depuis 2001 et qui s'est confirmée depuis 2008, qui a été un véritable amortisseur de la crise et qui a permis à Paris de contrecarrer la politique qui était menée par le gouvernement Sarkozy. Simplement aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau national, c'est effectivement qu'on est dans une forme de continuité par rapport au passé, avec une politique de réduction des déficits qui devient en quelque sorte l'horizon indépassable de ce gouvernement. Moi, je ne m'en satisfais pas. Je ne pense pas qu'une politique progressiste puisse se satisfaire du fait que le seul horizon d'un gouvernement soit la réduction des déficits à la marche forcée. Il y a d'autres priorités et d'autres choix à faire. Il y a d'autres choix à faire aussi au niveau de notre municipalité. Dans cette mandature, j'ai porté la question de la petite enfance. J'ai été en quelque sorte sanctuarisé et j'ai bien eu de la chance. On a créé de nombreux emplois, de nombreuses places en crèche. Mais ceci, ça s'est fait dans une stabilité globale de l'emploi. Je devrais plutôt dire même un gel de l'emploi. Parce que ça s'est fait par des redéploiements dans d'autres secteurs. Et ce que nous avons dit depuis 3 ans ou 4 ans, dans cet exécutif municipal, dans cette majorité, c'est qu'on ne peut pas raisonner comme ça. On ne peut pas raisonner dans un gel global de l'emploi. Il faut distinguer la création d'emplois qui est due au fait qu'on développe le service public et l'emploi par ailleurs qui existe déjà. Donc il faut assumer aussi le fait qu'on développe l'emploi public à Paris et qu'on ne cède pas sur la question idéologique qui est menée par la droite, sur la question d'une réduction des dépenses publiques et des dépenses et de l'emploi public à Paris.
Développer le service public, c'est développer l'accueil du public, c'est développer les services de proximité, de santé, d'éducation, de culture, de sport, de jeunesse, de loisirs. On en a besoin à Paris, justement parce qu'on est en crise, pour jouer ce rôle d'amortisseur face à la crise. Le dernier point portera sur l'Hôtel-Dieu. J'étais jeudi à l'Hôtel-Dieu, j'ai signé le pacte hospitalier pour l'Hôtel-Dieu. Je l'ai signé, comme un certain nombre d'entre nous ici, pour dire que là aussi, ça ne peut pas être des raisons d'ordre comptable qui prennent le dessus. Il y a des gens qui travaillent dans cet hôpital depuis de nombreuses années, des personnels qui sont dévoués et qui voient cet hôpital dépérir petit à petit avec ce projet de fermeture d'urgence qui pour l'instant est reporté mais qui n'est pas annulé. Ce que nous voulons, c'est que l'on remette en cause la fermeture des urgences. Et qu'est-ce qu'on a vu jeudi? 1 heure avant la réunion, on a vu la décision de Madame Faugère qui annonçait l'ouverture du centre de consultation qui va petit à petit se substituer aux urgences. C'est-à-dire ce qu'on voit, c'est que la politique qui est menée au niveau national se poursuit comme si de rien n'était, malgré la mobilisation au niveau local. Alors de deux choses l'une. Soit ce que nous faisons au niveau local n'est pas entendu, soit il y a, dans ce cas-là, un double discours. Et moi je demande solennellement à ce que l'ensemble des membres de la majorité municipale s'engagent sur la fermeture, sur la non-fermeture des urgences de l'Hôtel-Dieu, et que l'on fasse en sorte qu'au niveau du gouvernement, on ait une décision ferme et définitive, et qu'on ne laisse pas la directrice de l'assistance publique Hôpitaux de Paris prendre les décisions. C'est le politique qui doit reprendre la décision sur la technocratie. Je me retourne vers vous parce que quand même, quand on entend un petit peu toutes les interventions qui ont été faites, ce qui semble revenir et qui semble être un des nœuds du débat, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Paris peut être en capacité d'être on va dire une plateforme de résistance face aux politiques d'austérité qui sont menées par le gouvernement. C'est plus ou moins ce que tout le monde dit autour de cette table-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la question qui est posée, c'est est-ce que Paris est une ville qui s'occupe des Parisiens? Est-ce que Paris peut continuer à être une ville qui donne confiance? Je rebondis sur ce que disait à juste titre Yann, une ville qui donne confiance parce que dans les quartiers populaires, parce que dans le service public, parce que dans tout ce qui est essentiel à nos vies, la santé, le logement, l'éducation, la culture, eh bien Paris investit, continue à faire que cette ville soit une ville qui s'ouvre et qui s'ouvre à toutes les catégories de Parisiens, qui leur permettent de vivre, qu'on puisse prendre en charge nos aînés, qu'on puisse soutenir par exemple ceux qui viennent en aide à nos aînés, que l'on puisse par exemple avoir encore des places de crèche puisque Paris est une ville qui gagne en natalité. C'est ça l'objet qui est devant nous. C'est bien sûr que la question de faut-il combattre l'austérité. Paris n'est pas dans une politique d'austérité. Regardez comment le budget de Paris est géré et la question de l'austérité dans la gestion du budget de Paris n'est pas une question qui nous est posée. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Yann pour dire que dans ces temps de crise, dans ces temps où beaucoup d'entre nous, beaucoup de Parisiens souffrent, dans ces temps où certains ont perdu confiance dans la politique, où beaucoup doutent de la gauche, je le vois, je l'entends, je suis bien au courant de ce qui se passe autour de nous. Comment pouvons-nous donner confiance aux Parisiens pour se dire, là à Paris, il y a une équipe de gauche, il y a une équipe de progrès qui ne nous abandonne pas, qui continue à penser à nous, à travailler pour nous et à faire en sorte qu'il y ait un service public de très haute qualité dans cette ville. C'est ça qu'on peut faire ensemble. D'abord, on l'a déjà fait, c'est perfectible, on peut faire encore mieux. Bien sûr que la situation de crise internationale, nationale, elle nous touche aussi, mais dans les choix politiques qu'on a à faire, il faut qu'on montre ce chemin justement de cette confiance vis-à-vis notamment de tous ces quartiers populaires, de tous ces Parisiens et de toutes ces Parisiennes qui ont besoin et qui veulent croire que la politique, c'est pas un truc qui se passe ailleurs, mais dans lequel non seulement ils peuvent agir, mais qui vient les servir au quotidien.
Je suis convaincue que nous pouvons relever ce défi. Je suis convaincue que nous devons relever ce défi et que nous sommes en capacité de le faire. Si nous prenons des priorités, et moi je reviens non pas à des sujets stratosphériques, mais à des priorités qui peuvent être les nôtres, celles qui nous engagent. Le logement. Le logement social, c'est une priorité, ça l'a été, ça le restera. J'ai entendu dans les propositions faites par le Parti communiste à Paris, la proposition de 30% à horizon 2030. Moi, je suis prête à m'engager là-dessus. Si on est dans un engagement ensemble, je suis prête à m'engager sur cette position-là, parce que oui, ça donnera confiance. Ça, on le fera, on sera en capacité de le faire et on mettra les moyens budgétaires nécessaires pour le faire. J'entends aussi beaucoup de choses sur le service public. Le service public, à Paris, c'est essentiel. On le dit souvent, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. On va continuer à investir dans les écoles, dans les crèches, dans le sport de proximité, dans l'accompagnement de nos aînés, dans la santé, dans un plan pour les urgences. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait un plan pour les urgences, pour l'hôpital et pour l'accès à la santé, et qu'il faut qu'on investisse là-dedans. Et dans le service public, c'est vrai que ces dernières années, on a créé des emplois pour les nouveaux équipements et qu'on a géré en reprenant par exemple des emplois qui étaient moins directement utiles aux Parisiens en partant des départs en retraite. Moi, je pense qu'il y a des sujets dans notre ville sur lesquels il faut qu'on change un peu ce logiciel. Je pense que la question, bien sûr, des crèches, de la petite enfance, on va continuer à construire des crèches pour les Parisiens. Moi, je pense, et en tout cas dans mes propositions, je propose 5000 nouvelles places de crèches sur la prochaine mandature. On en a construit 10 500 sur les 2 précédentes. Mais il y a un sujet qui est par exemple celui de la propreté. Sur le sujet de la propreté, je pense qu'il faut qu'on dimensionne les emplois dans le secteur de la propreté à hauteur pas seulement du nombre d'habitants, mais du nombre de personnes qui circulent dans notre ville. Je pense qu'on a besoin de réévaluer un certain nombre de secteurs du service public où il y a besoin d'un emploi supplémentaire pour qu'effectivement on puisse vivre dans une ville qui redonne confiance et puis qui soit aussi agréable et propre et dans laquelle le service public soit conforté. Ces sujets-là, ils sont devant nous, mais ils dépendent du budget que nous avons, nous les Parisiens, et de la façon dont nous allons fixer nos priorités. Et sur la finalité de ces priorités, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Yann, il faut que l'on donne au peuple de gauche à Paris confiance dans le fait que cette équipe, elle est à leur service, elle sera demain aussi à leur service, à leur disposition, et que c'est pour elles et pour eux qu'elles travaillent. Ça, je suis convaincue que nous pouvons le faire. Et nous nous battrons dans cette crise. Nous nous battrons pour obtenir des arbitrages. On l'a déjà fait sur un certain nombre de sujets. On ne réussit pas sur tout, ça, je suis bien d'accord. Mais je mets au défi quiconque à cette table de me dire qu'il aura la crédibilité ou elle aura la crédibilité de réussir en tout domaine. Ou alors, ça serait vraiment un peu se surestimer. On est imparfait et il y a des sujets sur lesquels on ne réussira pas forcément. Mais quand même, cette équipe-là, qui a déjà 2 mandatures, où elle n'est pas rejetée par les Parisiens, où les Parisiens ont plutôt globalement envie de poursuivre avec nous, il faut qu'on leur donne envie d'aller plus loin. Mais moi, j'ai confiance dans cette équipe et dans ceux qui vont nous rejoindre. J'ai confiance dans notre capacité à montrer qu'à Paris, ça se passe un peu différemment. Je n'ai pas à reprendre le slogan du PSG, mais ici, c'est Paris. Ça peut quand même nous ressembler. Voilà, merci. Si j'ai bien compris, je vous ai entendu vous engager sur 30% de logements sociaux à l'horizon 2030. Je vous ai entendu vous engager sur 5000 nouvelles places en crèche. Et je vous ai entendu vous engager sur une évolution des emplois au niveau de la propreté. Donc 3 propositions très concrètes sur 3 points qui effectivement intéressent les Parisiens.
Yann, on va commencer par Yann, puisque c'était ton avis là-dessus. Après Daniel, après Christophe, et après on passera la parole à la salle pour les questions, s'il nous reste suffisamment de temps. Voilà, Yann. Merci Stéphane. Je crois qu'il faut peut-être partir du problème qu'on identifie comme le problème central des Parisiennes et des Parisiens aujourd'hui. C'est quoi le problème que rencontre la grande majorité des habitants qui vivent dans cette ville? C'est que cette ville est trop chère. C'est que si nous voulons que Paris soit une ville pour tous, si nous voulons que Paris soit une ville où puissent cohabiter ensemble des ouvriers, des employés, des cadres, des jeunes qui viennent de finir leur école, quel est l'enjeu central? C'est de faire en sorte que dans les 6 années qui viennent, on réduise le coût de la vie dans cette ville. Et pour moi, l'horizon que nous devons nous fixer, c'est celui-là, réduire le coût de la vie dans la capitale. Et donc, toutes les propositions que nous déclinons, nous les communistes, le Front de gauche, c'est précisément des propositions qui visent à faire en sorte que cette ville cesse d'être hors de prix. Parce que, même si on a fait beaucoup de choses depuis 2001, même si nous avons fait 70 000 logements sociaux, 10 000 places en crèche, remunicipaliser la distribution de l'eau, malgré tout cela, Paris reste une ville hors de prix. Et donc notre objectif, ce doit être de réduire le coût de la vie. Et cela, ça suppose des choses très concrètes. Évidemment, et d'abord le logement. Donc oui, 30% de logements sociaux à horizon 2030, comme nous le réclamons depuis longtemps. Mais allons jusqu'au bout. 30% de logements sociaux à horizon 2030, cela veut dire que dès 2014, il faut se fixer un objectif de production de 7500 nouveaux logements sociaux chaque année. Nous financerons et nous permettrons ainsi à des hommes et à des femmes qui sinon seraient chassés par la spéculation immobilière de continuer à vivre dans cette ville. Cela suppose aussi, puisqu'on parle logement, d'agir sur le parc privé, sur la spéculation immobilière, d'en finir par exemple, avec ce scandale des 80 000 résidences secondaires parfois occupées une semaine par an à Paris, avec des arrondissements comme le 8e, où on a 30% de résidences secondaires, c'est-à-dire des quartiers qui deviennent morts, parce que tout simplement ces logements sont vides quasiment tout le temps. Donc oui, j'assume, il faudra taxer les résidences secondaires à Paris. Donc le logement, mais d'autres sujets également. Comment est-ce qu'on fait en sorte, par exemple, c'est un sujet dont on parle peu et qui pourtant concerne beaucoup les Parisiens. Comment est-ce qu'on diminue le coût de l'alimentation de qualité dans une ville comme Paris? Je suis frappé par une chose. Chaque été, les communistes, avec des agriculteurs, organisent une vente directe de fruits et légumes place de la Bastille. Chaque année, c'est un succès considérable. Et chaque année, les gens que nous croisons nous disent « Pourquoi est-ce que vous n'organisez pas ça toute l'année ?» Je ne suis pas persuadé que le Parti communiste ait les moyens de l'organiser toute l'année. Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que la ville de Paris a les moyens de l'organiser toute l'année. C'est que la ville de Paris peut par exemple mettre en place des halles alimentaires qui mettraient en relation directe les producteurs et les consommateurs et permettraient ainsi à... permettrait ainsi à des habitants de nos quartiers de profiter d'une alimentation de qualité. Et on pourrait le décliner dans d'autres domaines. Comment est-ce qu'on baisse le coût du transport? Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'éducation soit véritablement gratuite pour tous les enfants de nos écoles? C'est ça qui doit aujourd'hui nous animer. Et évidemment, ça suppose une haute qualité de service public. Et ça, il faut le dire aussi, ça n'est pas possible si on maintient le gel des effectifs de fonctionnaires à la ville de Paris. Parce que le gel des effectifs, ça conduit à deux choses. À la dégradation de la qualité du service public et à la dégradation des conditions de travail des agents qui travaillent au sein du service public municipal. Donc, allons jusqu'au bout, chère Anne. Oui, il faudra un plan d'embauche dans le nettoiement, mais il faut dire aussi que ces nouvelles embauches ne doivent pas se traduire par des suppressions de postes ailleurs. C'est avec le gel des effectifs de fonctionnaires qu'il faut en finir, et c'est comme cela que nous permettrons que les Parisiennes et les Parisiens bénéficient d'un service public de qualité. Je crois que c'est comme cela que nous avancerons à Paris.
Daniel. Je partage tout ce qu'a dit Yann. Je pense qu'il faut vraiment à Paris, comme ailleurs dans l'ensemble des communes, et c'est la parole que doit porter le Front de gauche, changer complètement le paradigme. L'enjeu dans la politique que doit porter le Front de gauche dans les communes doit être de gouverner les communes avec des indicateurs de développement humain, c'est-à-dire adapter les moyens à la satisfaction des besoins et non l'inverse. Parce que lorsque l'on se soumet à la baisse des dotations, eh bien on réajuste les objectifs. Alors évidemment, on va dire on va faire tant de logements sociaux ou bien on va faire tant de places en crèche, mais la question, elle doit être inverse. Est-ce qu'on se donne un objectif de permettre de garantir le droit au logement pour toutes et tous à Paris? Est-ce qu'on se donne l'objectif de véritablement baisser le taux d'effort que représentent les loyers dans le pouvoir d'achat des Parisiennes et des Parisiens? Est-ce qu'on se permet vraiment d'atteindre un objectif qui est d'avoir une mixité sociale dans Paris et d'enrayer cet exode social? Et donc vous voyez bien, si vous changez ce paradigme avec ces indicateurs de développement humain, alors vous arrêtez de vous vanter d'être la ville qui a le moins de recours à l'emprunt, parce qu'il n'y a pas de fierté à ne pas recourir à l'emprunt. Parce qu'au contraire, recourir à l'emprunt, c'est se donner les moyens de donner les réponses collectives à la satisfaction des besoins pour les générations d'aujourd'hui et de demain. C'est se dire que pour le logement social, le logement public et pour l'ensemble des services publics, on assume d'avoir une politique de municipalisation du sol, on assume d'augmenter les espaces réservés au logement public, réservés aux services publics dans le cadre du plan local d'urbanisme. On assume par l'emprunt d'avoir l'ambition de relancer un investissement qui soit utile socialement, écologiquement responsable. Alors que si on se laisse berner par les agences de notation que l'on finance à Paris, oui, on finance des agences de notation à Paris, et on se vante d'avoir une bonne gestion. Mais ça veut dire quoi une bonne gestion? Si justement on ne répond pas à ces enjeux-là. Donc on change ce paradigme, et au contraire, on mène une bataille pour exiger aussi une révolution fiscale. Car aujourd'hui, les impôts locaux sont les impôts les plus injustes socialement qui soient. Il n'est pas normal que depuis les années 70, eh bien, il n'ait pas été réévalué en fonction de l'augmentation de la spéculation. Il n'est pas normal que les impôts locaux ne soient pas évalués en fonction de l'ensemble des revenus, du patrimoine et du travail. Et la gauche doit porter cette bataille-là. Elle doit permettre aussi de mener la bataille contre l'acte 3 de la décentralisation et la métropole du Grand Paris. Je ne suis pas d'accord. Et nous avons, à ces élections municipales, besoin de mettre sur la table ce débat. Le débat, aujourd'hui, est extrêmement grave, car à travers le projet de métropole du Grand Paris, j'estime, et de l'acte 3 de la décentralisation, j'estime que ce gouvernement s'attaque à la commune. Et quand ce gouvernement s'attaque à la commune, ça veut dire qu'il s'attaque à la souveraineté du peuple. Et nous devons absolument restaurer la souveraineté du peuple qu'on essaye de nous briser depuis Bruxelles à travers les attaques qui ont été faites pour nous imposer une Europe sans le peuple et contre le peuple, et qu'on essaye aussi de nous imposer à travers ce projet d'acte 3 de décentralisation qui vise aussi à encourager la mise en concurrence des territoires. Donc nous avons ces débats-là à porter, et ils ont des conséquences extrêmement concrètes dans le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Et forcément, si au contraire on dégage beaucoup d'autres moyens par la révolution fiscale, par le fait d'assumer de recourir à l'emprunt, en s'émancipant des marchés financiers, on peut aussi ouvrir de nouveaux espaces de gratuité pour toutes et tous. Gratuité de l'eau, gratuité des cantines scolaires, gratuité des prêts de toutes les bibliothèques, pas simplement des livres, et c'est une bataille qu'on a portée avec Yann au Conseil de Paris. Gratuité aussi des transports publics, en commençant par obtenir la gratuité pour tous les chômeurs et pour tous les jeunes à Paris. Vous voyez, voilà du progrès social qu'on peut apporter de façon ambitieuse pour Paris, tous ensemble, en montrant que le Front de gauche continue et que le Front de gauche reconstruit l'espoir à Paris pour les Parisiennes et les Parisiens. Merci. Christophe.
Au terme de ce débat, on aura tous un constat commun, à savoir que la question numéro 1 et le problème numéro 1 aujourd'hui reste le logement. Malgré les efforts considérables qui ont été faits par la municipalité sortante, cette question reste centrale. Moi, je fais mienne les propositions d'arriver à 25% de logement social d'ici 2025 et 30% de logement social en 2030, comme l'a dit Yann. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, mais pour autant, ça ne suffira pas. Le logement social à lui seul ne pourra pas régler la question du logement à Paris. Il faut donc que la puissance publique revienne dans le jeu. C'est aussi l'un des intérêts de la loi Duflot. C'est de faire en sorte que l'État redevienne régulateur en la matière et qu'on sorte enfin la question du logement du seul fonctionnement du marché. Dans les priorités que je proposerai, il y aura bien évidemment une action sur la question du logement privé, pour faire en sorte que les classes moyennes qui sont aujourd'hui chassées par la centrifugeuse du marché et l'envolée des prix, eh bien, puissent avoir une offre locative de logement privé à loyer maîtrisé. Ça, c'est un impératif, de manière à ce que la politique du logement soit sur deux piliers, le logement social d'un côté et l'action sur le logement privé de l'autre. Et puis aussi, il faut penser aussi à la qualité de vie à Paris. On est sous-doté en équipement public par rapport à n'importe quelle autre ville moyenne de France, malgré les efforts que nous avons faits. Et c'est la raison pour laquelle je veux que nous ayons une priorité aux équipements de proximité. Jean Bouin, c'est 160 millions d'euros. 160 millions d'euros, c'est 2500 places en crèche, ou c'est encore 20 gymnases de proximité. Donc je veux que demain, nous donnions la priorité aux équipements publics de proximité. Et je veux que nous ayons des gymnases, des bibliothèques, des cours de tennis, des crèches. Et je préfère que les Parisiens demain se mettent au tennis plutôt que d'avoir une centaine de joueurs professionnels qui joueront 15 jours par an à Roland-Garros. Donc inverser le sens des priorités, c'est aussi ça mener une politique de gauche et écologiste à Paris. Le rôle de la gauche, c'est d'éradiquer la précarité en faisant en sorte d'être exemplaire et en commençant par titulariser tous les précaires de la fonction publique. Oui, que ce soit les camarades avec lesquels nous luttons ensemble, Igor, les camarades du réseau Éducation sans frontières, les camarades du droit au logement, nous savons pertinemment qu'au niveau de la politique de l'aide sociale à l'enfance, on a vu la dureté des premiers renoncements. Nous avons un camarade communiste dont nous sommes très fiers, dans le 14e, qui n'a pas hésité à dormir dans la rue pour exiger qu'une famille avec un enfant soit relogée par l'aide sociale à l'enfance. Nous savons que les jeunes majeurs étrangers isolés ne sont plus pris en charge dans les contrats jeunes majeurs par le département. Tout ça, ce sont les renoncements, tout ça, ce sont les conséquences. Alors oui, nous devons, puisque nous sommes ensemble dans toutes ces luttes, Igor, nous devons avec fierté être ensemble à nouveau dans les urnes, au premier tour, et le peuple tranchera, et parce qu'il tranchera, vous verrez la fierté qu'on redonnera aux autres, la fierté qu'on redonnera à tous ceux de continuer à lutter et d'arracher de nouveaux droits. Imaginez un Conseil de Paris. Si nous ne sommes pas majoritaires à l'issue du premier tour, qui est malgré tout une hypothèse que nous envisageons, imaginez que nous ne soyons pas en tête. Eh bien, imaginez que notre groupe soit tellement fort au Conseil de Paris qu'aucun vote ne puisse se faire sans nous. Alors, tout sera possible comme nouvelle mesure de rupture, la gratuité, le droit au logement, des services publics pour tous et des vrais projets écologiques. Alors oui, chers camarades, pour qu'on redonne confiance au peuple, redonnons confiance en nous-mêmes.